Si tu habites dans l'Est toulousain, tu as déjà entendu parler de la jonction Est. La jonction Est, ça me dit rien. Mais si, le nouvel échangeur entre la Cité de l'Espace et Quinte-Fonce-Grive. Ah, ça, ils en parlent depuis les années 2000. Même qu'il y avait une polémique, non? Des habitants qui disaient que ça pollue, je crois. Pourtant, vu comme c'est bouché, ça ferait du bien une nouvelle route. Beaucoup de gens pensent comme toi. Mais quand on étudie le dossier, on se rend compte que tous les temps de trajet vont augmenter de plusieurs minutes pour rejoindre le périphérique depuis les communes de l'Est. Tu veux comprendre pourquoi ? Alors pour ça, on va devoir parler urbanisme, trafic routier et report modal. T'es prêt ? On y va. La métropole prévoit l'arrivée de 44 000 nouveaux habitants dans le secteur Est, et donc beaucoup de nouveaux déplacements. 44 000, ça fait beaucoup ça ? Je m'en rends pas compte. Il n'y a qu'à regarder. Aujourd'hui, à l'intérieur du périphérique, on trouve 2 quartiers résidentiels qui cumulent environ 60 000 habitants. À l'extérieur, les communes de Balma, Quinte-Fonce-Grive et Saint-Orens cumulent environ 40 000 habitants. Au passage, tu vois aussi que le secteur héberge de nombreux bassins d'emploi dans un rayon de 5 km, ce qui porte le total à environ 100 000 habitants. Le défi, d'après la métropole, c'est que le secteur doit héberger d'ici à 2030, accroche-toi bien, 44 000 nouveaux arrivants. Attends, 44 000 en 10 ans ? C'est plus que Balma, Quinte et Saint-Orens réunis aujourd'hui. C'est tellement énorme qu'on a du mal à croire ce chiffre. Malgré de nombreuses sollicitations, la métropole n'a pas fourni de précision. C'est pourtant la justification première de ce projet routier. Alors, pour essayer de comprendre, il a fallu décortiquer le PLUIH. Hein ? C'est quoi ton PLUIH ? Le plan local d'urbanisme intercommunal fixe les grandes orientations de l'urbanisme. Avant de regarder les résultats, il y a un point à savoir. En mai 2021, le nouveau PLU qui venait d'entrer en vigueur a été annulé par décision du tribunal administratif. En cause, une surconsommation injustifiée d'espaces naturels et agricoles. Dans cette version annulée, qui a servi à l'étude de la jonction Est, on trouve le quartier Toulouse Aerospace, déjà sorti de terre avec 96 000 m² d'habitat, soit environ 1500 logements, le quartier Malpère avec 6700 appartements une fois achevés, le quartier Gamas-Rébéillou, 630 logements, et d'autres projets plus petits que je ne vais pas détailler ici. Au total, ça fait 9 900 logements supplémentaires, et j'arrondis à 10 000. D'après l'INSEE, la moyenne française est de 1,8 habitants par appartement. Dans notre cas, ça ferait un total de 18 000 habitants. On est très loin des 44 000 annoncés. Ouais, mais dis 1,8 par logement, 0,8 déjà, ça fait pas beaucoup. Et si c'est des familles entières ? Alors, ok, imaginons que ce soit des maisons. Dans ce cas, l'INSEE donne 2,5 habitants par logement, ce qui nous amènerait à 25 000 nouveaux habitants. Tu vois que le compte n'y est toujours pas, et de loin. D'ailleurs, pour information, à Saint-Orens et Quinte-Fonce-Grive, on est plutôt à 2,1 habitants par logement, et dans Toulouse à 1,7, soit en dessous de la moyenne nationale. Oui, le compte n'y est pas du tout, mais ça c'est d'après tes estimations. Et t'es pas expert en urbanisme, alors de quel droit tu te permets de critiquer les projections de la métropole ? J'avoue, je ne suis pas expert. Mais j'ai de bonnes raisons de douter des chiffres avancés. En 2007 déjà, la jonction Est était censée être d'une importance cruciale en raison de l'augmentation de la population. Regarde sur la dernière ligne, on voit les projections de croissance à l'horizon 2015 ou 2020. Eh bien, devine quoi ? En 2022, aucune des communes n'a encore atteint la population prévue. Et de loin. Oui, d'accord, c'est un peu en dessous. Mais ils sont pas devins, ils peuvent se tromper. Alors, regardons bien sur un graphique ce que ça donne. Voici la population de Saint-Orens de 1982 à 2005, d'après l'INSEE. Maintenant, en rouge, les prévisions faites par la métropole à l'époque en 2005. Et finalement, l'évolution réelle de la population. Et c'est la même chose pour Balma et Quinte-Fonce-Grive. Ah oui, alors là tu marques un point. Ils se sont bien trompés à l'époque. Mais il y en a quand même qui vont arriver. Tu l'as dit tout à l'heure. Un nouvel échangeur, ça peut pas faire de mal. Dans les années 60, construire des routes entre les petits villages de campagne pouvait avoir du sens. Aujourd'hui, les villes se densifient, avec davantage d'immeubles pour limiter l'étalement urbain. Et comme on va le voir, privilégier la voiture comme mode de transport principal, c'est la catastrophe assurée. Plus d'habitants, c'est plus de déplacements, et en même temps, à l'avenir, il faudra limiter l'artificialisation des sols, préserver la biodiversité, les ressources en eau, et réduire les émissions de gaz à effet de serre. On voit mal comment atteindre ces objectifs avec un échangeur routier qui enjambe 2 cours d'eau, la Saône et l'Hers, qui empiète sur des terres agricoles et 2 zones de loisirs, le parc de la Plaine et l'espace nature de Ribaute. Oh ouais, tu fais ton écolo là. D'accord, les routes, c'est pas à la mode, mais il faut bien que les gens puissent se rendre au travail, et puis tu oublies quelque chose. Les véhicules automobiles vont être des véhicules de plus en plus propres. Les voitures électriques émettront 2 à 4 fois moins de gaz à effet de serre sur l'ensemble de leur cycle de vie. C'est une bonne chose,
mais leur impact environnemental reste non négligeable, tout comme leur prix d'ailleurs. Par contre, elles ne règlent pas le problème des embouteillages. Et la jonction Est non plus, au contraire. Pour rejoindre Toulouse depuis l'Est, il y a 2 voies majeures, la route de Castres au nord et la route de Revel au sud. Ces 2 axes coupent le périphérique sur les échangeurs 17, dit Lasborde, et 18, dit Montaudran. Pour passer de l'une à l'autre, il y a la M16 à l'est et l'avenue Goneur-Marcel Dassault à l'intérieur du périphérique. Ces routes sont alimentées par un réseau d'axes secondaires qui convergent vers les centres-villes de Quinte-Fonce-Grive et Saint-Orens. Et là, c'est bouché quotidiennement, aussi bien le matin que le soir. Voilà, il est 18h, les connaisseurs reconnaîtront le très fameux bouchon de Quinte-Fonce-Grive. Et au passage, tu remarqueras qu'en vélo, sans assistance, dans un faux plat montant et avec le souci du cadrage, je vais nettement plus vite que la file de voitures. Je te laisse méditer. Et c'est le même cirque sur des carrefours encore plus éloignés, comme ici au petit rond-point de Queyras, en pleine campagne. Ensuite, c'est pas terminé, car il faut traverser les échangeurs 17 et 18. Et là encore, c'est souvent bouché. Si tu rajoutes à ça la forte urbanisation et le fait que l'autoroute A69 Toulouse-Castres, qui reste vivement contestée, devrait amener encore plus de monde sur la route, on comprend bien que ça va coincer à un moment. L'idée de la métropole, soutenue par les maires des communes de l'Est, c'est de créer un nouvel échangeur, ici, pour délester le 17 et le 18. Ah, et on pourra enfin aller dans Toulouse sans se taper les bouchons tous les jours. Et c'est là que tu te trompes. En construisant un nouvel axe routier, la jonction Est va simplement inciter les nouveaux arrivants à se déplacer en voiture, conduisant à une augmentation du trafic et des nouveaux bouchons. Tiens, à ton avis, en 2030, combien de temps gagneras-tu depuis Saint-Orens pour rejoindre le périphérique sud ? Alors attends, aujourd'hui je mets entre 10 et 15 minutes le matin. Avec la jonction Est, j'ai entendu dire qu'on allait gagner 2 minutes. Ah, c'est pas beaucoup, 2 minutes, mais c'est toujours bon à prendre. Ce que tu ne sais pas, c'est que c'est du gain relatif par rapport à la situation en 2030. Ah, je comprends pas, tu m'expliques ? Regarde ce tableau qui montre la variation de temps de trajet. Par exemple, pour rejoindre le périph' sud depuis Saint-Orens, sans jonction Est, tu mettras 8 minutes 30 de plus en 2030. Avec la jonction Est, tu gagnerais 2 minutes en 2030. Mais attention, quand on fait le calcul par rapport à aujourd'hui, 8 minutes 30 moins 2 minutes, ça fait plus 6 minutes 30. Et tous les temps de parcours augmentent. Attends, t'es en train de me dire qu'en 2030, je vais mettre 6 minutes de plus qu'aujourd'hui, même avec la jonction Est, mais alors, ça sert à quoi ? Ben, à pas grand-chose. On fait semblant de s'occuper du problème et on flatte un électorat soi-disant favorable à la voiture. Mais le plus grave, c'est que ça ne désengorge ni les centres-villes, ni les autres échangeurs, et que ça pénalise les communes rurales encore plus à l'est, qui sont encore très dépendantes de la voiture. En 2030, si on garde les mêmes habitudes de transport qu'aujourd'hui, l'étude de trafic montre en rouge une forte augmentation du trafic par rapport à 2019 dans les communes de l'Est. Dans les centres-villes, c'est plus 140 véhicules par heure à Quinte-Fonce-Grive et plus 120 véhicules par heure à Saint-Orens. Dans Toulouse, le trafic est stable, voire diminue légèrement avec l'arrivée de nouveaux transports en commun. Sur les échangeurs, c'est environ plus 1000 véhicules par heure qui sont attendus. De nombreux quartiers résidentiels sont impactés, comme le petit chemin de Catala qui verrait passer 140 nouveaux véhicules. Dans Toulouse Aerospace, c'est pas glorieux, avec globalement une augmentation du trafic. Et le quartier de la Terrasse voit son trafic augmenter. Avec la jonction Est en 2030, les échangeurs 17 et 18 sont un peu délestés. Mais attention, c'est du relatif par rapport à 2030. Quand on fait le compte par rapport à aujourd'hui, le trafic serait stable sur le 18 et augmenterait de 500 véhicules par heure sur le 17. Donc, contrairement à une idée répandue, la jonction Est n'améliorera pas les conditions de circulation sur les échangeurs par rapport à aujourd'hui. Ah, ça explique pourquoi les temps de trajet sont plus longs, même avec la jonction Est. Et dans les centres-villes, ça n'a aucun effet. Ça veut dire que pour les petites communes rurales encore plus à l'est, comme Drémil, Four-Reims, Aigrefeuille, c'est double peine. Ils auront et les bouchons dans les centres-villes et les bouchons sur les échangeurs. Oui, bien vu. Dans Toulouse, on voit que le quartier de l'Imérac subit une forte augmentation du trafic causé par l'échangeur, ce qui suscite une très vive opposition des riverains. Les voies concernées sont déjà saturées en heure de pointe, voire trop étroites. Et pour le quartier Toulouse Aerospace, qui était censé en bénéficier, ce nouvel échangeur n'aurait strictement aucun effet. Ce qui est incompréhensible, c'est que cet aménagement reporterait 620 véhicules par heure supplémentaires sur la M16, juste devant la clinique.
Loin de faciliter l'accès à cette dernière, en heure de pointe, c'est l'embolie routière sur la seule voie qui permet d'y accéder. En réalité, la jonction Est n'est que le premier segment d'un projet plus large de contournement de Quinte-Fonsgrive. Dans les annexes du dossier de concertation, la plupart des futurs itinéraires envisagés suivent le lit de la Saône. Mais ils peuvent pas le faire. C'est en zone inondable. C'est pas un problème, puisque la jonction Est est elle-même prévue en zone inondable. Bah, c'est incroyable. Franchement, est-ce qu'on a vraiment envie que ces routes voient le jour ? Qu'elles défigurent le parc de la Cité de l'Espace, le parcours sportif de Ribaute, et demain peut-être le chemin de la Saône ? Pourra-t-on jamais compenser ces pertes ? Et tout ça pour rien. Dans une étude publiée en janvier 2023, on découvre que le périphérique Est va passer d'un état perturbé en 2017 à un état saturé en 2030. Regarde en bas à droite, le projet de jonction Est permet d'accéder au périph', mais ce dernier sera bouché. Sympa les trajets quotidiens. Attends, c'est pas drôle du tout ça. T'es en train de me dire que ce nouvel échangeur ne réduit pas les temps de trajet et que même avec le contournement des centres-villes au travers des champs, ça ne servira à rien car tout le trafic de voitures va converger vers un périph' bouché et tout ça en détruisant des espaces verts et des terres agricoles. C'est vraiment n'importe quoi. En fait, c'est en partie notre faute. Tant que nous, les habitants de la périphérie, nous déplacerons à 80% en voiture, on peut construire autant de routes que l'on veut, le problème ne fera que s'aggraver. C'est en partie notre faute, mais c'est aussi celle de certains politiciens qui ne cherchent qu'à flatter un électorat soi-disant favorable à la voiture au détriment de l'intérêt commun. D'accord, mais si on fait rien, ça va être n'importe quoi sur les routes. Heureusement, il y a des solutions. Mais pour ça, il faut que nos politiciens et nous acceptions de jouer à fond la carte du report modal. Moins cher, rapide et moins polluant, c'est possible. Le report modal, ça veut juste dire qu'il faut proposer des alternatives à la voiture individuelle. Sur cette image, tu peux voir l'emprise au sol de 69 personnes se déplaçant en bus, en vélo ou dans 60 voitures. Le report modal permet de libérer de l'espace sur la route et donc de fluidifier le trafic. Aujourd'hui, dans l'Est, 58% des déplacements se font en voiture, 11% en covoiturage, 15% en bus, 3% à vélo et 13% en marchant. En 2030, la métropole prévoit une légère augmentation de la part modale des transports en commun, de 15 à 20% du total. C'est peu, surtout avec la création d'une nouvelle ligne de métro en 2028. Ce faible résultat s'explique par l'absence d'alternatives à la voiture dans les communes de l'Est. Or, depuis la crise Covid et la guerre en Ukraine, nous avons bien senti la fragilité de notre chaîne d'approvisionnement en énergie et en matières premières dont dépendent nos voitures. Pour illustrer simplement l'effet du report modal, prenons l'exemple du vélo, qui a été complètement négligé dans les projections de la métropole. Laisse-moi deviner, tu veux mettre tout le monde à vélo, c'est ça ? Non, pas besoin. Si seulement 10% des trajets se faisaient en vélo, ça enlèverait 40 000 véhicules des routes. Sur un échangeur, ça peut représenter environ 1000 véhicules en moins. C'est 2 fois plus efficace que la jonction Est. 10%, c'est un changement minime dans notre quotidien. Par exemple, si la moitié des habitants prenaient le vélo 1 jour par semaine, ça ferait déjà 10% de trajets de voiture en moins. Et c'est facilement atteignable quand on sait qu'à Quinte-Fonsgrive, une enquête mobilité a montré que 14% des trajets domicile-travail font moins de 5 km, et plus de la moitié font moins de 10 km. En plus, de nombreuses pistes cyclables sécurisées existent déjà, tracées en bleu épais. Faisons un petit exercice. Si tu pars de Quinte-Fonsgrive avec une bonne condition physique ou un vélo électrique, tu peux atteindre en 10 minutes de nombreuses zones d'activité, dont la clinique, le centre commercial de Saint-Orens et même le parc d'activités de la Plaine. Et puis, en à peine 20 minutes, tu peux aller jusqu'à Rangueil et l'université Paul Sabatier. Pas mal, hein ? Surtout que Rangueil est à 24 minutes en voiture en heure de pointe. Maintenant, même exercice depuis Saint-Orens. En 10 minutes, tu arrives à la Beige et en à peine plus de temps à la clinique. En 20 minutes, tu peux aller dans Toulouse, au complexe scientifique et même jusqu'au nouveau téléphérique. Bah, si c'est si génial, tu m'expliques pourquoi les gens ne le font pas déjà ? Et comment tu fais avec des enfants qui vont à l'école ? Pour les enfants, certains prennent des sièges vélos, des remorques ou même des vélos cargo. Mais il y a un bémol. Sur la carte, tu vois que les lignes bleues ne traversent pas le périphérique. Sur les échangeurs, le passage est étroit et dangereux. Et puis, les centres-villes eux-mêmes sont encore très mal aménagés. Pour y remédier, la métropole compte mettre en place un réseau express vélo. C'est une urgence qui contribuerait à réduire durablement le trafic routier, tout en favorisant les commerces locaux et une bien meilleure qualité de vie. Sauf que, pour l'aménagement des échangeurs, aucune date n'a été communiquée. Ben justement,
La jonction est dotée d'une voie verte. Cette nouvelle jonction comporterait un espace partagé piéton-cycle discontinu et passant par 2 nouveaux carrefours dangereux. Le premier problème, c'est l'échangeur lui-même. Il y a bien un espace partagé de 3 à 4 mètres avant et après, mais au niveau de l'échangeur, aucune précision n'est fournie. Il faudra sans doute couper les 4 bretelles d'insertion des voitures. Bref, l'histoire se répète, ça fera juste un autre échangeur inadapté à la pratique du vélo. Le deuxième problème se situe au niveau du rond-point de la M16. La nouvelle 2x2 voies coupera une piste cyclable aujourd'hui très utilisée. Ce croisement pose une question intéressante. Comment doit-on l'aménager pour garantir la fluidité du trafic et la sécurité des cyclistes ? Pour éviter de mettre un feu piéton qui ralentirait beaucoup les voitures, les plans actuels envisagent un simple marquage au sol. Eh ben, les voitures laisseront passer. Je vois pas le problème. Traverser une 2x2 voies sans feu piéton, en sortie d'un échangeur et avec un rond-point, c'est ce qu'on trouve à la sortie 16, à côté du tennis club de Balma. J'ai fait l'exercice pour toi. On s'engage difficilement sur les 2 premières voies, puis on attend sur un îlot central même pas assez large pour le vélo. Et là, malgré le marquage au sol et mon gilet fluo, tout le monde s'en fout. Mais la nature est bien faite. Un cycliste écrasé trouvera une clinique 100 mètres plus loin. Elle est tellement fréquentée que les gens se garent sur la piste cyclable. Et si c'est vraiment grave, il y a les pompes funèbres à 50 mètres. Le vélo, c'est bon pour les commerces locaux. Non mais, sérieusement, vous iriez tous les jours au travail en passant là ? Et avec vos enfants ? Quel est l'intérêt de faire des morceaux de piste cyclable entrecoupés de passages mortels ? Bon, je crois qu'on a compris. La soi-disant voie verte ne t'a pas convaincu. De toute façon, moi j'aime pas le vélo. Et on pourrait pas prendre les transports en commun ? Ok, il existe aujourd'hui le métro B et 2 bus linéaux qui sont souvent gênés au niveau des échangeurs. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui comment circulent les transports en commun et notamment le Linéo 1 qui arrive, mais à un moment se retrouve coincé sur un pont qui passe au-dessus de l'Hers, qui fait 2 voies, avec une voie à droite pour accéder au périphérique sur la droite et une voie tout droit pour permettre aux personnes de se rendre dans Toulouse intramuros. Donc pas de capacité de faire passer un bus en site propre. 2 voies sur l'échangeur 17 ? Mais non, il y en a 3. Donc l'échangeur est aménageable et c'est justement ce qui est dit dans le dossier de concertation page 25. Je cite « En soulageant les échangeurs Montaudran et Lasbord, la jonction Est permet d'envisager une libération d'emprise pour réaliser les aménagements en site propre pour les bus et les vélos. Pourquoi ne pas les aménager aujourd'hui ? Il est démontré que grâce à la jonction Est, on diminuerait de 10% sur l'Asbord, c'est-à-dire la route de Castres, ce qui représente à peu près entre 400 et 500 véhicules aux heures de pointe. Oui, 500 véhicules de moins en 2030, mais rappelez-vous le calcul de tout à l'heure. En 2030, sans report modal, l'échangeur 17 verra passer 1000 véhicules par heure supplémentaires. La jonction Est absorberait seulement 500 véhicules. Mais au total, ce sont bien plus 500 véhicules supplémentaires qui sont attendus. Oh bon sang. En 2030, la situation sera bien pire. Si on aménageait les échangeurs dès aujourd'hui, entre les bus et le vélo, ça ferait du report modal et des bouchons en moins. Mais à quoi bon attendre 2030 ? Je ne sais pas. Peut-être que ces échangeurs sont difficiles à aménager. Mais pourquoi alors créer une jonction Est sans voie de bus et sans une vraie piste cyclable ? On est en train de faire la même bêtise. En plus, cet échangeur impacterait le futur Linéo 12 entre Borderouge et Rangueil. Pas de chance, ce dernier va croiser le rond-point de la jonction Est. Ça devrait pas l'aider. Pour le futur Linéo 7 dans Saint-Orens, cette jonction ne change rien. Avec la construction de la 3e ligne de métro, les quartiers de Limérac et Montaudran seront connectés à Airbus et la Beige. Cet échangeur est censé aider les nouveaux habitants côté Malpère, alors qu'ils ont un accès direct au métro par les bus haute fréquence via la LMSE, une voie séparée des voitures. La jonction Est va saturer la M16 jusque devant la clinique et bloquer le 83, le seul bus qui permet de relier Balma et Quinte-Fonce-Grive au secteur d'activité du Sud. C'est affolant quand on sait qu'à Quinte-Fonce-Grive, plus d'un quart des actifs travaillent au Sud. Aujourd'hui, d'après le site de Tisséo, il faut 3 bus différents et 50 minutes en partant de Quinte-Fonce-Grive pour rejoindre le complexe scientifique ou la Beige.
Et depuis 2021, on assiste même à une diminution de la fréquence des bus d'après l'association des usagers des transports en commun. 50 minutes pour 5 km, pas étonnant que les gens préfèrent la voiture. Bon, alors au final, la nouvelle ligne de métro absorbera du trafic dans Toulouse et le quartier Malpère devrait largement en profiter grâce au bus. Mais si j'ai bien compris, l'effet de la jonction Est sur le trafic est trop faible pour décharger les échangeurs par rapport à aujourd'hui. La jonction Est est un projet routier qui n'apporte rien pour la traversée des échangeurs 17 et 18 en mode doux et qui de plus sature la M16. Donc avec la jonction Est, on accentue les embouteillages devant la clinique et on n'avance pas sur le report modal. Favoriser le report modal serait bien plus efficace et de toute façon, ça sera inévitable. Un mot aux élus qui ont voté pour la poursuite de ce projet. Quelques maires persévèrent en affirmant que la jonction Est est utile et nécessaire. Il est urgent que vous reconsidériez votre position. Même si cela fait des années qu'il est à l'étude, ce projet anachronique ne répond pas au développement rapide d'une métropole durable et moderne où il fait bon vivre. Il entretient l'illusion qu'à l'avenir, la voiture occupera la même place qu'aujourd'hui. Le collectif citoyen Non à la jonction Est, oui à des alternatives est soutenu par 5 associations et comités de quartier regroupant plus de 2000 personnes. Nous militons pour le remplacement de cet échangeur par une passerelle piéton et cycliste. Cet aménagement léger préserve les parcs arborés de la vallée de l'Hers et du chemin de la Saône, tout en favorisant le report modal. Nous demandons que les aménagements bus et vélos au niveau des échangeurs 17 et 18 soient réalisés au plus tôt. Il faut davantage de parkings relais pour que les habitants de l'Est puissent covoiturer et utiliser les transports en commun. Pour nous aider à créer un lien serein entre les territoires de l'Est et la ville, signez la pétition et rejoignez-nous. Retrouvez plus d'informations sur notre site internet, suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez cette vidéo. La jonction Est, c'est non.